en 2013 également, dans la même année, la plus haute distinction qu'il a obtenue, et d'ailleurs qui est la plus haute distinction décernée par les Nations Unies, et qu'il a obtenue en 2013. Et il est la deuxième personnalité africaine à l'avoir obtenue après Nelson Mandela, après ses 25 ans de combat sur le terrain en Afrique du Sud contre l'apartheid et le système discriminatoire d'époque. Et après aussi Martin Luther King, qu'il a obtenu, mais 10 années après sa mort, comme tant d'autres éminents politiques, hommes politiques du monde, comme Jimmy Carter. Maintenant, fort de ce qu'il a accumulé en son actif dans le cadre de ce combat-là, il a décidé de transposer son combat qui portait exclusivement sur les droits humains, tel que je l'ai annoncé tout de suite, sur le plan politique, pensant que la conquête du pouvoir et son exercice par la suite constituent la meilleure forme pour lui et ses amis que nous constituons de pouvoir atteindre véritablement son objectif qui consiste effectivement à lutter contre toutes les formes de discrimination dont sont victimes les Mauritaniens, toutes formes de pratiques esclavagisme et ainsi de suite. Par ailleurs, si certains hommes politiques ou certains candidats prétendent que le problème de la Mauritanie est un problème économique, est un problème politico-social, Biram Da Abeid considère que le véritable problème de la Mauritanie, le problème crucial, se situe ailleurs. Le problème crucial auquel on est confronté depuis l'indépendance jusqu'à nos jours est celui de la cohabitation entre les différentes communautés qui composent la Mauritanie. À savoir la communauté des Arabo-Berbères, la communauté des Haratins, constituée d'esclaves et d'anciens esclaves, et la troisième composante est celle des négro-africains, constituée exclusivement des Peuls, des Soninké, des Wolofs et des Bambara. En réalité, il faut dire les choses par leur nom. La première communauté, qui est celle des Arabo-Berbères, contrôle tout le pouvoir, détient tous les leviers de l'économie et exclut les autres composantes. Et la composante intermédiaire que je viens d'indiquer, c'est-à-dire les Haratins, est une communauté qui exclut, alors qu'elle est à part entière une communauté mauritanienne. À travers la Constitution, elle est exclue. Et certains prétendent que c'est une communauté arabe, mais ils ne le sont pas. Culturellement, ils sont arabes, mais comment dirais-je, génétiquement, ils sont négro-africains. Donc, génétiquement, vous dites? Oui, génétiquement, puisque la couleur, génétique, c'est l'attrait à la couleur, vous comprenez. C'est ce problème crucial qui mine la Mauritanie dans sa profondeur. Ce n'est pas un problème économique, ce n'est pas un problème social. Ça, c'est des problèmes, effectivement, mais qui dérivent à partir de ce problème que je viens de citer et tel que je l'ai décrit dans sa configuration générale. Et pour nous, donc, on ne pourra atteindre cet objectif de lutter contre ces discriminations que par l'exercice du pouvoir. C'est ça qui justifie quelque part la motivation de notre candidat Biram Da Abeid à participer dans cette compétition électorale. Donc, à transposer sa lutte qui portait sur les droits humains, sur l'espace politique. Je disais qu'il y a quelque temps de cela que nous sommes dans la transition qui tend une ONG de défense des droits humains à la prétention de la magistrature suprême. Maintenant, nous avons dépassé cette phase. Nous sommes véritablement dans la compétition que nous sommes en train d'exercer. Parfait. Nous aurons à discuter amplement de tout ce programme, mais avant cela, nous donnons la parole à notre doyen et confrère Mohamed Walid Omer, qui a certainement un avis sur ce que vous venez de dire, mais aussi qui peut-être qu'il a des questions à ce sujet. Vous me demandez mon avis ou Non, on vous demande justement d'intervenir comme bon vous semble. Si non, parce que je n'avais pas compris au début le rôle que je pourrais avoir. Et ça me gênait beaucoup d'être face à un politique, d'autant plus un directeur de campagne, et alors que je ne suis pas son contradicteur. Et vous jouez votre rôle de journaliste. Vous avez donc, de journaliste aussi, c'est très difficile pour moi parce que je n'ai pas... Mais moi, je me demande d'abord une question que soulève cette introduction que monsieur le directeur de campagne a fait. C'est qu'on participe donc à la présidentielle pour
faire entendre son discours et pour conquérir un terrain politique. Et je pense que pour une cause comme celle qu'il vient de dire, les législatives et les municipales, parce qu'elles sont locales, auraient été d'abord un premier pas. Donc ma première question, c'est de savoir pourquoi vous avez boycotté les législatives et municipales. Oui, mais c'est très simple. Birame Da Abedi n'a pas de parti politique. Il est un candidat indépendant. En étant animé de cette volonté de transposer son combat de droits humains sur l'espace politique, il devrait pouvoir l'exercer correctement s'il avait obtenu son parti politique. Il l'a créé, il l'a déposé au ministère de l'Intérieur. Le parti est jusqu'à la résister, c'est ce qu'on appelle le RAG. Oui. Donc il n'a pas de parti, alors que les législatives, on ne peut pas participer en dehors d'un parti politique. Et donc vous avez refusé de participer sur les bannières on n'avez pas voulu. Non, on ne pouvait pas, ça serait autre chose. On ne souhaiterait pas être revêtu d'une autre casquette qui n'est pas celle... Tout à fait. Quant à moi, j'ai une autre question. Pourquoi vous avez choisi de participer à cette élection présidentielle si on sait que la mouvance dans laquelle se trouve IRA ou les militants des droits de l'homme a plutôt opté pour un boycott. Certaines parties de cette catégorie ont opté pour un boycott. Pourquoi le candidat Birame Ould Abed a choisi de prendre part à cette élection présidentielle? Oui, nous ne sommes pas dans une mouvance quelconque. Il n'y a pas de rapport entre l'opposition et nous. C'est l'échec qui est politique. Mais vous partagez certainement avec une certaine opposition des idées. À notre avis, la configuration est la suivante. C'est un sujet sur lequel nous reviendrons. C'est les rapports avec l'opposition. Je veux dire quelque chose. Nous ne sommes pas dans une mouvance. Si l'opposition est une entité politique, on n'a aucun rapport en réalité, comme le pouvoir. Si l'échec est politique, la configuration est la suivante. Il y a le parti au pouvoir avec sa majorité, il y a l'opposition de l'autre. Nous avons créé notre courant. Bon. Qui est plus proche on n'est pas proche de l'opposition, on n'est pas proche de l'opposition, on n'a pas très commun, on ne partage rien du commun sur le plan politique. Nous avons cavalier seul sur la base de notre conviction et sur la base des programmes. Nous avons établi que nous voulons faire connaître aux Mauritaniens. On n'a pas de rapport. Si on avait de rapport, on allait se situer du même côté, c'est-à-dire dans le boycott. Au contraire, nous avons opté pour la participation. C'est ça qui justifie qu'on est là. Je voulais vous poser une question, mais avant cela, je voulais que vous me précisiez ce que vous entendez par génétiquement négro-africain. Qu'est-ce que ça veut dire, ce génétiquement? Génétique, ça veut dire le sang. Non, mais c'est difficile à vérifier. Mais génétiquement? Génétique, ça veut dire la couleur noire. Tous les Noirs sont des... tous les Mauritaniens? Non, je dis c'était pour faire la distinction qui existe entre la communauté arabo-berbère d'un côté et de l'autre côté, les Haratins. Moi, je trouve que c'est un peu plus compliqué que ça. Ce qui les rapproche de la communauté arabo-berbère, c'est la culture et la langue. Mais du point de vue génétique, la couleur diffère, la couleur les rapproche à la communauté négro-africaine. C'est incontestable. Si, c'est très contestable. Ça dépend. Ça dépend. C'est extrêmement difficile à vérifier scientifiquement. Non, mais c'est même pas ça. C'est même pas un sujet de discussion parce que ça pose les fondements de... Ça nous renvoie à beaucoup de choses qui ont fait des malheurs ailleurs. Ça nous renvoie à Gobineau. Mais écoutez, quelle est la nature du gène des Haratis? Mais les jeunes... En tout cas, moi, je ne peux pas vous répondre. Quelle est la nature du gène des Berbères? Quelle est la nature du gène du Peul? Quelle est la nature du gène du Soninké? Quelle est la nature du gène? C'est des questions qui sont dépassées. Non, mais moi, sur ce plan, je crois qu'il faut des scientifiques. Un paramètre qui indique la couleur, c'est ça qu'on appelle génétique. Excusez-moi, je ne discute pas ça. Je ne suis pas en train de discuter avec vous ça. Je suis en train de vous demander de préciser ça parce que ça renvoie à une vision du monde et de l'humain. Et je voudrais savoir si cette vision est la vôtre. Ça renvoie à Gobineau. Ça renvoie à tous les fascismes que vous avez déjà entendus. Ça renvoie au racisme. Ça renvoie à tout. Quel est l'élément partagé des deux communautés? La classification des humains. S'il vous plaît, quel est l'élément partagé des deux communautés? Comment? Qui les rapproche entre la communauté des Haratins et la communauté des Noirs? Ce n'est pas la langue, encore moins la culture, mais plutôt c'est la couleur. C'est pourquoi je dis génétique. Mais c'est le même. Le gène est un paramètre qui indique la couleur, qui détermine la couleur, le gène.
Oui, c'est ça. C'est difficile. En tout cas, c'est sur ce plan que je veux en tout cas, sur le plan pratique et à entendre le candidat Biram Daoul Abeid, on a comme l'impression qu'il s'adresse à une certaine catégorie de la société mauritanienne par rapport à toutes les autres dans ces différents meetings, dans ces différentes orientations, alors qu'on s'attend à un programme plus large. Du tout. Dans le programme du candidat Biram Daoul Abeid, il y a une partie de cette communauté arabo-berbère qui est victime, qui se retrouve à travers son combat. Donc, ce n'est pas exclusivement les Noirs. Lui, il l'identifie comme étant une partie de la communauté arabo-berbère. Jamais. Il s'identifie à travers ce qu'il est. Il est en Hartani, il est en Haratani, ni moins ni plus. Et quand il dit eux. Donc, moi, je ne peux pas interpréter l'arabe, je ne vais pas m'hasarder à rentrer dans des interprétations que je ne maîtrise pas, mais je sais qu'il ne se considère pas comme Halpulaar, il ne se considère pas comme arabo-berbère, il se considère comme Harati, intrinsèquement. Bon, et si je vous dis les négros berbères, est-ce que ça vous choquerait? Non, je ne... Parce qu'il y a certainement du sang berbère chez vous. Certainement. À ce que je le sache. C'est l'histoire. À ce que je le sache, je dis, je vous attends à faire une démonstration scientifique. L'histoire est là pour qui permettrait d'identifier tous les Mauritaniens qui sont en train de nous écouter. Nous sommes des néographiques, ni moins ni plus. Mais arabo-berbère, c'est un concept d'ailleurs que j'entends pour la première fois avec vous. J'aimerais être édifié, tant par sa signification, son sens étymologique et philologique. C'est le même sens qu'arabo-berbère. Hein? C'est le même. Bon, je ne suis pas spécialiste de la matière. En tout cas, on ne va pas nous apesantir beaucoup sur ce sujet. Je voudrais savoir avec vous, un programme d'un président, un programme présidentiel, ce n'est pas seulement, ça ne s'arrête pas à la couleur ni au gène. Non, ça ne s'arrête pas là. Donc l'économie, par exemple. Qu'est-ce que vous proposez? Non, mais c'est très simple. Dans mon exposé, j'ai dit qu'il y a une communauté qui contrôle le pouvoir, qui détient tous les leviers économiques. À notre avis, tous les secteurs doivent être réformés. De l'économie à la santé, passant par la culture, par l'éducation et par tous les secteurs qui interpellent la vie quotidienne de l'individu. Du point de vue économique, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous proposons une économie de développement. Assortie d'un plan d'assainissement des finances publiques. Qu'est-ce que vous appelez une économie de développement? J'arrive. Assortie d'un plan d'assainissement des finances publiques. Nous proposons la création d'emplois, nous proposons la réduction du chômage, nous proposons de juguler l'inflation. Comment? J'arrive. Vous êtes trop pressé, mais j'arrive. Avant de parler d'abord de ce plan, qui s'appuie sur plusieurs leviers économiques, la première proposition que je vais faire par rapport là, ou bien qui est décrit à travers notre programme que vous avez, c'est qu'il faut revoir la dette publique. Vous savez, depuis la mise en place des PAS, c'est-à-dire les programmes d'investissement structurel en 1984, jusque-là, la Mauritanie est endettée et continue de payer chaque année des milliards. Il y a aucun plan au niveau du ministère des Finances qui est là, défini et qui est assorti des mécanismes d'appurement progressif. Ça n'existe pas. Des mécanismes d'appurement progressif de la dette. Appurement, oui. Appurement progressif, cela n'existe pas. Quand même, à un certain moment, lorsqu'on continue à payer depuis 1984 jusqu'à présent, il faut s'arrêter, prendre la situation en main, l'étudier soigneusement, faire des propositions qui consisteraient quand même à savoir quand est-ce que ces dettes vont finir. Mais nous n'allons pas continuer en espérant à une économie de développement à continuer à payer chaque année des milliards. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous arrête là parce que ça ne correspond pas à la réalité. En fait, c'est le ministère du Développement économique. Le ministère du Développement économique, autant pour moi, il n'y a pas de problème. C'est le ministère du Développement économique. Il y a eu l'annulation en collaboration avec le ministère des Finances. Oui, le budget de l'annulation de la dette. Avec d'ailleurs plusieurs départements ministériels. Il y a plusieurs annulations de la dette, mais elle existe jusqu'à présent, elle est reconduite. Je n'ai pas le chiffre exact avec moi, mais elle est là, elle existe. Oui, mais l'annulation n'est pas une seule fois, n'a pas eu lieu qu'une seule fois. Nous sommes dans un cercle vicieux, effectivement. Mais comment Oui, mais vous pensez que quelqu'un qui aspire à un développement
économique accepterait de rester dans un tel cercle vicieux? Est-ce que ça veut dire que vous allez, quand vous serez président, quand vous aurez la présidence, est-ce que ça veut Non, dire mais que vous c'est allez très simple. La rompre avec solution par rapport à le ça, FMI et c'est la Banque mondiale? de renégocier la dette. C'est possible. Il y a des mécanismes qui sont prévus pour ça. Vous venez de me dire que la dette avait été annulée. Et je vous apprends que ce n'est pas une seule fois. Ça a été annulé plusieurs fois. Non, une seule Et ça va être... Non, ce n'est pas une seule fois. Oh, je ne sais pas. Ce n'est pas une seule fois. Je le dis, je sais. C'est pas une seule fois. Ce n'est pas une seule fois. Même en 92, à la suite de la dévaluation, il y a eu un plan qui a consisté à annuler une partie de la dette. Mais ça se reconduit jusqu'à présent. Pourquoi? Puisque tout simplement, au niveau de ce ministère de tutelle, il n'y a pas eu un plan d'appurement qui consiste un jour à juguler définitivement cette dette publique. Mais est-ce que c'est un plan qui sera accepté ou discuté avec les FMI? Non, mais je dis que je ne sais pas ça va arriver, mais qu'il y ait quand même une volonté que les gens engagent au moins le processus vers cela. Non, mais vous prenez le pouvoir. Non, mais si on prend le pouvoir, tout ce qu'on vous dit, que nous sommes animés de la volonté, nous allons passer à l'action. Nous allons entrer en contact avec le qui de droit dans la perspective d'engager des négociations qui vont dans le sens à trouver un plan d'appurement progressif et définitif de la dette publique. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'en général, des logiques comme les vôtres et des mouvements comme les vôtres, c'est-à-dire des causes comme les vôtres, de la manière de voir le monde comme la vôtre, quelle est notre manière de voir le monde à propos de sujet précis? C'est-à-dire la socialisation, enfin la critique d'abord, le fait de croire ou de considérer. Moi, je crois que c'est la critique et la remise en cause permanente qui permettrait à toute mais le fait de société d'évoluer. Absolument. Et ce que je dis est un concept, c'est des faits. Et je crois que vous êtes tenu d'admettre avec moi quand même qu'on ne peut pas rester dans un pays aspirant à une économie de développement avec tous les problèmes qu'on a du plan économique, tous les agrégats économiques sont affectés et ne pas penser à pouvoir négocier ou renégocier la dette publique est restée depuis 1984. D'ailleurs, probablement depuis avant la 1984, il y avait des Est-ce que vous croyez que le libéralisme est responsable quelque part de cette situation? En quelque sorte, oui, mais la source de responsabilité ne se situe pas ici. Mais c'est l'absence de volonté totale de la part de l'État. Ce n'est pas donc le système économique qui est en cause? Non, ce n'est pas le système économique, puisqu'on va aborder les finances publiques, nous allons trouver qu'un désordre permanent y est depuis très longtemps. Bon, avant d'accéder au pouvoir, parlons-en à présent du déroulement de votre campagne. Comment vous la financez, cette campagne-là, et comment elle se déroule? C'est très simple. Nous sommes le maillon faible de cet aspect-là. Nous n'avons pas d'argent, mais tant bien que mal, la campagne se déroule bien, tant à l'intérieur qu'ici à Nouakchott. Les sources de financement proviennent de la vente des cartes de soutien que nous avons conceptionnées, ce que vous avez vu tout de suite à la télé, mais également des cotisations des cadres, de militants et des sympathisants, et des actions de bonne volonté qu'on trouve ici et là, et des collectes qu'on trouve de temps en temps. Nos moyens sont faibles, sont médiocres, mais tant bien que mal, nous sommes en train de poursuivre correctement notre campagne. Est-ce que sur le plan politique, par exemple, si on passe, si tu le permets, sur le plan politique, comment voyez-vous le boycott que prône le Forum national pour la démocratie et l'unité? Est-ce que vous croyez que ça va vous profiter à vous, parce que vous allez collecter le report de voix, enfin, la volonté... Bon, c'est votre avis, vous me posez la question, mon avis est très simple là-dessus. Je dois préciser d'abord que après que notre candidature ait été acceptée au niveau du Conseil constitutionnel, nous avons tenu une conférence de presse au cours de laquelle nous avons dit que maintenant nous abordons la deuxième phase de ce processus, dans ce processus électoral, que nous ne sommes pas prêts à participer dans des élections en fermant les yeux. Pour cela, nous avions mis en place un comité de crise que je présidais, qui avait pour mission d'entrer en contact avec tous les acteurs politiques concernés par le processus électoral, et à la suite de ces contacts, de dresser un rapport sur la base duquel nous allons faire connaître au peuple mauritanien ce qui serait notre position définitive. Nous avons donc entré en contact avec le ministère, avec le Conseil constitutionnel, plusieurs fois avec la CENI, et également avec le Front, puisque la question porte sur notre point de vue par rapport au boycott. Nous avons rencontré les gens du Front, notamment le président, mais également d'autres cadres. Nous avons discuté à bâton rompu sur toutes les questions. L'objectif, d'abord,
pour eux, était de nous demander de renoncer à participer à cette élection, puisque les conditions de transparence ne sont pas là. Il n'y avait pas de garantie également. Le Front estime que si nous participons aux élections présidentielles, c'est pour les légitimer et qu'Abdoulaziz va être élu au premier tour et qu'il n'y aura plus rien. Alors, quand j'ai intervenu, j'ai posé la même question aussi, à quoi servirait de boycotter, de croiser les bras et de rester chez soi? Est-ce qu'auquel cas aussi, Abdoulaziz ne va pas être élu et la finalité va concourir, nos deux oppositions risquent de concourir à une même finalité, telle qu'ils l'ont décrit? C'est ça ma question. À notre avis, la question que j'avais posée était la suivante. Quelle était l'alternative au boycott? On me disait, qu'est-ce que j'entends par alternative? Je disais les mesures d'accompagnement. Nous pensons qu'une action politique est un processus assorti d'alternatives. Lorsque le plan A ne fonctionne pas, on passe au plan B et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, il n'y avait pas quelque chose de consistant qui nous permettrait en tout cas de renoncer à ça, en dépit des insuffisances que nous avons constatées et que nous avons portées dans le rapport. Ce qui m'amènerait à dire tout de suite donc qu'on comprend quelque part la position du Front qui a décidé de boycotter. Et effectivement, nous n'avons pas obtenu ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire les conditions de transparence assorties de garanties. Ça n'a pas été le cas. Mais quand nous avons... Vous ne les avez pas obtenus de la part de qui? Nous n'avons pas obtenu de la part de CENI, en toute honnêteté, et nous avons notifié cela au cadre de la CENI. Est-ce que vous pouvez donner des exemples? On peut donner des exemples. On avait, moi, les multiples questions qu'on avait posées consistaient à dire que d'abord, est-ce qu'ils pouvaient nous exposer clairement leur méthode de travail qui consiste à nous donner des garanties, notamment quand il y a quelle va être la nature des rapports entre la CENI et nous en tant que candidats. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui nous permettraient de les saisir directement en cas de problème, le jour du vote ou quand le processus électoral est véritablement enclenché? Quels sont les mécanismes qui nous permettraient d'entrer en contact vraiment avec eux? Et est-ce qu'il y a des mesures qui permettraient... En réalité... La loi, les programmes... Mais c'est prévu. C'est pas prévu. C'est prévu. Mais chaque candidat est représenté au sein... Tout est prévu. Par rapport à la loi, tout est prévu. Ce n'est pas ça le problème. Le problème se pose à l'applicabilité. Donc vous avez à l'avance des préjugés sur ce... Non, il y a eu l'expérience. Il y a eu l'expérience avec les législatives éthiques. Moi-même, absolument, j'ai dit au cadre, au comité directeur à qui je m'adressais, que moi-même, j'ai été saisi pour introduire une requête à la suite d'une irrégularité d'un candidat de députation dans le département de Magam. Il n'y a pas eu de suite, et c'est moi-même qui l'ai déposé. Et nous avons vu des représentants des bureaux de vote exclus du bureau par le président, puisque nous avons même remis en cause les prérogatives du président du bureau de vote. Le président du bureau de vote, en principe, ne doit pas disposer de prérogatives qui lui permettraient de mettre à la porte un représentant d'un candidat aux élections. Et vous n'avez pas eu de garantie? Nous n'avons pas eu de garantie puisque les réponses consistaient à dire tout simplement que ça dépassait leurs compétences. Leurs compétences s'articulaient essentiellement à constater les irrégularités et à les transférer au niveau du Conseil constitutionnel qui est habilité à se prononcer. Oui, quelque part, il y a certaines irrégularités, ça relève de compétences du Conseil constitutionnel, mais il y a d'autres irrégularités qui sont attraites aux opérations de vote. C'est la CENI qui est censée trancher. Mais bref, en tout cas, nous n'avons pas obtenu toute la satisfaction qu'on attendait. Mais par contre, lorsque nous avons consulté nos militants et nos sympathisants à travers toute la Mauritanie, la tendance qui se dégageait consistait à nous demander de participer. C'est pourquoi nous avons décidé de participer, tout en indiquant aux acteurs concernés par le processus électoral que nous ne sommes pas prêts à accepter n'importe quoi. C'est cela. Donc, là, pour être prêt, pour revenir, ceux qui ont décidé de boycotter, quelque part, ils ont raison. Nous les comprenons. S'agissant maintenant de est-ce que cela nous profite ou nous pénalise, c'est très difficile à dire. Je pense que probablement il y aurait de report de voix. Jusqu'à quelle hauteur, je ne sais pas. Puisque la phase pendant laquelle nous étions lancés dans la conquête des parrainages, la consigne avait été faite par plusieurs partis politiques aux conseillers
de ne pas parrainer le candidat Birame Daouda Bèye. Mais, si vous nous avez entendu dans la presse, nous avons dit que nous avons collecté 153 parrainages qui proviennent de tous les partis politiques, y compris l'IPR, le Tawassoul, l'APP, des maires même de l'APP nous ont parrainés. Tawassoul, nous avons des conseillers Tawassoul. Je ne sais pas combien, mais nous avons des conseillers Tawassoul. Mais de la, comment dirais-je, de APP, vous vous rappelez de l'histoire de Boudbilal, comment dirais-je, de IDP, des maires même du IDP nous ont parrainés. Donc, on nous avait demandé 100 signatures, autrement dit 100 parrainages. Nous en avons collecté 153. Donc, la consigne n'a pas été respectée. En dépit de cela, je peux me permettre de dire effectivement que si la consigne a été également faite dans le cadre de ce vote-là, de ce boycott du moins, autant pour moi, que je ne pense pas que ça va être respecté, en tout cas à 100%. Je peux donc me permettre de dire que probablement il y aurait report de voix. D'accord. Vous avez, Diop, M. Diop, vous avez choisi de participer, vous battez campagne actuellement. Qu'est-ce que vous faites pour j'allais dire, assurer une large participation des Mauritaniens à cette élection, pour que vous ayez le plus de voix possible? À travers notre discours, à travers notre programme, nous avons des militants qui sont acquis à la cause du candidat depuis très longtemps, depuis qu'il était dans les droits de l'homme. Il a drainé ici des masses, des manifestations et des meetings qu'il a organisés. Vous le savez bien, ce n'est pas n'importe quel parti politique régulièrement constitué qui est habilité à drainer ces masses. Vous comprenez? Ça, c'est déjà un acquis. Au-delà de cet acquis, comme je viens de dire aussi, probablement il y aurait des reports de voix issus des partis qui ont décidé de ne pas participer aux élections. Mais également, nous approchons tous les Mauritaniens, y compris les militants de l'IPR. Nous en avons le droit de nous adresser à eux pour les convaincre à travers notre discours, à travers notre volonté, à travers notre programme, à travers des actions concrètes que notre candidat et ses amis ont eu à poser sur le terrain. Nous pensons que cela peut nous être utile. Et d'ailleurs, comme je viens de dire ici, en dépit des insuffisances que nous avons constatées au niveau de la CENI, ce sont les militants et les sympathisants de base qui ont demandé aux candidats de se maintenir dans cette compétition électorale présidentielle. Et c'est bien parce que votre candidat est un candidat atypique de ce point de vue, du point de vue que c'est un candidat indépendant d'abord, qu'il n'a jamais eu de parti ensuite, et qu'il est un militant des droits de l'homme qui est passé à la politique. Donc ce qui rend moins visible ce qu'il pense de ces choses-là et ce qu'il conçoit pour la Mauritanie. Par exemple, sur le système politique, quel système politique vous voulez établir? Je ne sais pas que vous appelez système politique. Système politique, est-ce que c'est un système de gouvernement? Est-ce que c'est un système d'organisation? Est-ce que le système actuel vous plaît? Parlementaire? Est-ce que vous avez quelque chose qui peut... En tout cas, si le système parlementaire est appliqué conformément à ce qu'exige, c'est un bon système. La Mauritanie a opté pour le parlementarisme dialiste, le régime parlementaire. Deux chambres. Et le résultat d'une construction élaborée par la doctrine au XIXe siècle. Elle a été expérimentée en Grande-Bretagne et en France à l'époque de la monarchie constitutionnelle. Bon, l'évolution des régimes parlementaires en Angleterre diffère un peu de l'évolution du régime parlementaire en France. Moi, ce n'est pas la peine de revenir sur tout ça, mais je considère que nous ne trouvons pas d'inconvénient à maintenir ce régime parlementaire dialiste qui est très excellent. Avec un Sénat et... Non, je vais arriver là-bas. Je vais arriver là-bas, puisque effectivement, il y a un parallélisme entre le régime parlementaire et le régime présidentiel. Nous pensions dans les temps que le régime présidentiel est plus efficace que le régime parlementaire, mais si c'est le parlementarisme dialiste et non moniste, moi je crois qu'il n'y a pas une grande différence, puisqu'il y a un peu d'équilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Non, je ne parle pas exécutif, législatif, puisque c'est-à-dire le régime politique se traduit à partir de la manière dont les pouvoirs sont exercés. C'est pas à partir de ça, à partir de la manière où les pouvoirs sont exercés. Essentiel que la Mauritanie a opté dans sa constitution de 1991 à travers la technique de référendum du 20 juillet 1991 pour un régime présidentiel.
Oui, non, pas pour un régime parlementaire dialiste, notamment l'article 30, alinéa 4 de la Constitution, qui dit que les ministres du gouvernement sont responsables à la fois devant le Parlement et devant le chef de l'État. C'est-à-dire le gouvernement, dans le cadre des régimes dialistes, les ministres qui sont soumis au contrôle parlementaire sont obligés également d'avoir la confiance du chef de l'État. Mais le régime en soi est un régime présidentiel. Non, ce n'est pas un régime présidentiel. Le régime mauritanien est un régime présidentiel. C'est un régime parlementaire dialiste. Il n'est plus. Non, je dis il n'est pas. Je vais vous apporter des éclaircissements si vous le souhaitez bien. Je vous écoute. Je dis que l'article 30, alinéa 4 de la Constitution de 1991 précise que les ministres sont responsables devant le Parlement et devant le président de la République. Et l'article 74, plus haut, précise que le Premier ministre est solidairement parmi les ministres qui sont responsables à la fois devant le Parlement et devant le chef de l'État. Il est nommé par le président de la République. Il est nommé par le président de la République et c'est pourquoi il est obligé de gagner de la confiance du président de la République. Le président de la République peut mettre nom et met fin à la fonction du Premier ministre, comme au ministre. Vous comprenez? Non, le régime présidentiel s'étudie dans la base de l'exemple des États-Unis d'Amérique. La particularité du régime présidentiel, c'est un régime où les chambres, ce que les Américains qualifient de ce qu'on appelle le check and balance, c'est-à-dire que chacune des chambres est capable de contraindre l'autre dans l'exercice de ses responsabilités. Vous comprenez? C'est ça la particularité du régime présidentiel par rapport au régime parlementariste. Bon, bref, nous allons maintenir effectivement ce régime parlementaire. Vous savez, le problème que ce n'est pas par rapport aux formes d'exercice du pouvoir qui pose problème, mais c'est le respect des institutions, le respect des lois, l'application de ce que dicte la loi. C'est ça qui pose problème. Dans tous les pays, parce que la Mauritanie n'en fait pas un cas isolé. Ce n'est pas le problème. Le régime présidentiel est bon. Au Sénégal, c'est un régime présidentiel. Mais ici, c'est un régime parlementariste. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. D'accord. Mais c'est l'application. Dans sa profession de foi, quand il se présentait à la candidature, Biram Ould Ould qualifie le pays du pays des coups d'État, de l'esclavage, du racisme et du passif humanitaire, de l'instrumentalisation de la justice, etc. etc. Qu'est-ce qui va dans ce pays aujourd'hui? Ou qu'est-ce qui ne va pas dans ce pays aujourd'hui? Vous dites que tout ne va pas, mais qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui va dans ce pays? Quand vous dites qu'est-ce qui va? Non, mais je crois que comme... À votre avis, qu'est-ce qui va aujourd'hui dans ce pays? Ça ne va pas dans ce pays. Ça ne va pas, nous l'avons bien dit. Il y a beaucoup de problèmes auxquels sont confrontés le peuple mauritanien, la nation mauritanienne, mais tous ces problèmes dérivent à partir de ce problème crucial de cohabitation qui consiste à ce qu'une communauté contrôle exclusivement le pouvoir, détient tous les leviers de l'économie en excluant l'autre. Par la suite, naturellement, il ne peut y avoir que Comment vous pouvez inverser la chose? Je ne pourrais pas inverser. Ce que je suis en train de dire n'est qu'un constat des faits qui sont là. Oui, mais comment on peut inverser? Comment on peut... Des faits qui En tout cas, nous, si on arrive au pouvoir, l'objectif c'est d'inverser à travers effectivement les propositions que nous avons faites ici. Nous avons dit qu'il faut refonder tous les secteurs de l'économie à la santé, en passant par l'éducation, la culture, la communication, l'élevage, l'agriculture, l'industrie, la diplomatie, sur tous les aspects. Il faut une refonte profonde d'ailleurs. Et comment elle va se faire? On va se faire à travers des propositions que nous avons faites dans le cadre de notre programme. Matériellement, je ne dirais pas. D'abord lequel? Puisqu'il faut qu'on puisse se situer. Nous sommes dans quel cas exactement? Dans le cadre de l'économie, qui est primordial, puisqu'après ce problème de cohabitation, ce problème de la question nationale, qu'on n'a pas encore développé, sur laquelle je vais revenir d'ailleurs. Je disais, c'est le problème économique. J'ai parlé de problème de dette publique. J'ai parlé, c'est-à-dire comment assainir les finances publiques. Les finances publiques, le processus de l'élaboration et de mise en place du budget ne sont pas faites. Le processus n'est pas fait avec orthodoxie. Non pas fait avec orthodoxie. Moi, je crois qu'il y a des cas qui l'illustrent d'ailleurs. Il y a des cas qui l'illustrent. Le budget, je me demande s'il n'est pas géré à la guise du président de la République ou du Premier ministre. Il y a un cas parlant
de l'histoire des 7 milliards dans le projet de loi de finances de 2010-2011, qui n'était pas inscrit dans les livres budgétaires et qui n'a pas été justifié jusque-là. Et la question avait été posée au président de la République à l'époque quand il était face au peuple en 2011. La réponse qui a été donnée n'était pas satisfaisante. Il y a 7 milliards qui sont entrés, qui sont donnés, mais qui ne figurent pas dans la loi de finances de 2011. Ce qui nous amène à dire que vraiment que les dépenses publiques ne sont pas affectées en fonction de normes orthodoxiques posées par le Parlement. Et vous, quel est le secteur le plus porteur, à votre avis, le secteur économique le plus porteur pour vous? Tous les secteurs sont porteurs, mais ils ne sont pas utilisés avec efficience. J'allais poser la question à la fin de mon exposé, c'est-à-dire de ce que nous pensons, comment refonder le système économique. J'allais demander où passent les recettes qu'on obtient en contrepartie de la vente des produits halieutiques, du fer, du pétrole, de toutes les ressources dont dispose la Mauritanie. Avec 3 millions, moins de 3 millions de population, plus de 70% des Mauritaniens vivent en deçà du seuil de la pauvreté, vous le savez bien. Il n'y a pas autosuffisance alimentaire, il y a mauvaise nutrition. Tous les problèmes sont là. Est-ce que vous pensez... Mais à votre avis, est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire dans ce sens? Par exemple, est-ce que vous remarquez, vous êtes quelqu'un de la vallée, est-ce que vous remarquez que l'agriculture est mieux dotée aujourd'hui qu'avant? Au contraire, ce qui se passe dans la vallée, c'est grave. Puisque les populations de la vallée, est-ce qu'elles sont nourries par l'État mauritanien? Non. Elles participent à la contribution, à la formation des recettes publiques, mais en contrepartie, l'État est en train de leur soustraire leurs terres. Il y a la question foncière qui n'est pas résolue, que nous avons introduite dans le cadre de notre programme. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va. Est-ce que vous allez remettre en cause la réforme foncière, la loi foncière? Bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Ça rentre dans le cadre Pourquoi alors qu'elle stipule? Avant même la loi. Pourquoi alors qu'elle stipule que la terre appartient à celui qui la travaille? Qui la met en valeur, oui. Pourquoi vous la touchez alors que vous êtes supposé défendre ceux qui travaillent la terre, justement? Ça, c'est pas tout ce que dit la loi. C'est tout ce qu'elle dit. Non. C'est sa philosophie. Elle dit ça, mais elle dit autre chose. Non, il y a d'autres pratiques, mais c'est la loi, elle dit ça. Vous me permettrez, moi, aujourd'hui, de venir à Attar pour prendre un champ dans vous avez le droit. Selon la loi. Ça n'existe pas. Selon la loi, ça n'existe pas. Ne faites pas faire croire ce qui n'existe pas. Je vous ai dit la pratique et autre chose. Le contraire. On ne peut pas se permettre de vendre les terres des populations de la vallée à des Saoudiens sans leur consentement. Ce n'est pas possible. Les terres leur appartiennent. Ce n'est pas l'État qui les a donnés. C'est ce qui s'est fait. Ce n'est pas l'État qui les a donnés. La loi, elle dit que la terre appartient à celui qui est capable de l'exploiter. Si une parcelle de terre reste un certain nombre d'années sans celui qui l'exploite, elle devient propriétaire de l'État et l'État peut en redistribuer à qui il veut. Ça, c'est pas consistant. Ça obéit à qui il veut. D'accord, vous allez la réformer. Ça, c'est la mission régalienne de l'État. Vous allez réformer cette loi. La mission régalienne de l'État doit commencer d'abord par rendre la justice, répartir équitablement les biens, permettre tout le monde d'avoir la même probabilité pour accès à l'administration publique. Est-ce que c'est le cas? Nous allons faire les statistiques depuis l'indépendance jusqu'à présent. Le président de la République est ici d'une seule communauté. Le Premier ministre, combien de fois il y a eu un Premier ministre de race noire? Combien sur les 30 ministères? Attention, excusez-moi. Combien de secrétaires? Il y a de secrétaires généraux. Autant qu'il y a de ministres, attends, j'arrive. Combien de secrétaires généraux? Combien de directeurs négro-africains dans l'administration publique mauritanienne? Vous n'allez pas me dire, nous avons 13 régions, 12 régions plus districts, combien de gouverneurs? Plus de 82 départements, combien de préfets? Combien d'ambassadeurs de missions consulaires? Nous avons combien de noirs? Les détenteurs de la plaque verte, la Banque centrale, la CINIM, le commissariat des droits de l'homme. Donc vous voyez toutes les choses sous l'angle de non, mais c'est l'injustice, ça c'est le résultat. Non, mais c'est pas ce que je vois, c'est ce qui existe. Et je n'existe que ce qui voit, ce que je vois. Mais ne pensez-vous pas que votre discours puisse donner un effet inverse? Mon discours est fondé sur le réel, est fondé sur le constat. Je pouvais comprendre ça si les négro-africains et les haratés ne sont pas compétents pour exercer ces fonctions. Mais est-ce que c'est le cas? Je vous demande si c'est le cas. On vous accuse parfois de faire une scission entre les communautés mauritaniennes. On ne fait pas la scission, nous disons les choses telles qu'elles sont. Nous n'inventons pas. Ce que je suis en train de décréter ici, les Mauritaniens m'écoutent, ils savent que c'est vrai. Qui détient le pouvoir, si ce n'est pas une seule communauté, tout le monde, si celui il est mis par l'esprit de justice et d'honnêteté,
Il doit reconnaître que ce que je suis en train de décréter ici qu'on fait existe, ça ne relève pas de mon innovation. Au-delà du contrôle du pouvoir qui détient les leviers publics, nous avons combien de banques? 18 banques sur le territoire national. Aucune banque n'appartient au Négro-Africain. Et qu'est-ce qui l'empêche d'appartenir à... Puisqu'ils n'ont pas de moyens. Et les autres qui détiennent les banques, où est-ce qu'ils ont trouvé les moyens? C'est à cause de leur salaire? Vous savez que la GBM appartient à un Négro-Africain. Je ne peux pas répondre à leur place, en tout cas. La GBM, la Générale des banques de Mauritanie. Oui. Vous savez qu'elle appartient à un Négro-Africain? Non. Ah bon? Non. Je suis banquier. Ndiaye n'est pas un Négro-Africain. À la suite de quoi? Abdelrahman Ndiaye. À la suite de quoi? Mais c'est la banque appartient à Boamot. Mais à la suite de quoi? Le poste ne peut pas rester vacant. C'est contraire à la loi de gestion bancaire. Il fallait qu'il y ait quelqu'un. S'il est deuxième actionnaire, même s'il n'a pas... Si le conseil d'administration décide à l'unanimité qu'il va prendre, puisque le poste ne doit pas être vacant, il faut qu'il y ait la relève, c'est pourquoi il est là. Il était où? Si la banque l'appartient depuis très longtemps, la GBM a exercé combien d'années? Il était actionnaire. Après les 18 banques, les compagnies d'assurance, nous en avons 18, plus les courtiers dans le domaine, le courtage dans le domaine des assurances. Ça appartient à qui? Les grandes entreprises qui opèrent dans le secteur privé, notamment dans les secteurs économiques les plus porteurs, puisque vous m'avez parlé du secteur les plus porteurs, de la pêche, de l'industrie, de la prospection du pétrole et du Sud, appartient à qui? À une seule communauté. C'est incontestable, il faut le reconnaître. Non, on n'a pas à le reconnaître. Oui, il faut le reconnaître, puisque vous êtes en train de parler du problème, je ne sais pas qui se passe. Non, on est en train de poser des questions. Monsieur Diop, on est là pour poser des questions, on ne fait pas de constats. Contrairement à vous, vous faites des constats, vous avez un point de vue, nous, on n'a pas de point de vue. Si je dois parler, on a des questions. Si je dois parler, on a des questions, on a un invité à qui on adresse des questions, libre à lui de répondre de la manière qui lui convient. Poser les questions de votre convenance, mais il m'appartient le droit de répondre. Allez-y, Monsieur Diop. Mais c'est justement pour éclairer l'opinion. Mais on lève un peu l'équivoque. Oui. Posez les questions à votre convenance, mais laissez-moi exiger. Tout à fait, vous avez toute la latitude de répondre. Je le veux, tout à fait. Et donc je dois préciser tout de suite. Si je suis en train de répondre, je dois dire ou quelque chose qui existe ou quelque chose qui est faux, qui n'est pas fondé. Ce que je suis en train de dire, puisque vous me dites que vous n'êtes pas là comme moi, en train de faire les constats, je suis en train de répondre à la question sur la base de la réalité. Absolument. Vous comprenez? Et ce que je dis, je veux d'ailleurs interpeller tous votre conscience et je vous demande d'apporter votre avis. Est-ce que ce que je dis est vrai ou pas? Là, on aimerait avoir un vis-à-vis. C'est un journaliste de la télévision de Mauritanie, il est tenu à... Parce que c'est lui. Moi, je suis un journaliste, tout simplement. À être objectif, une attitude donnée. Mais moi, je suis un journaliste. Donner son avis sur le cas, c'est... moi, je suis un journaliste. Oui, je me considère comme étant un professionnel de la communication qui donne la réalité telle qu'elle est. Je n'ai pas de position ni de parti pris quel qu'il soit. J'ai mes convictions qui sont les miennes, mais je ne les mets pas sur l'étal de notre plateau. Passons à autre sujet. Quel est le rapport actuel de la campagne de Biram Ould Abed avec la presse? Quel rapport entretenez-vous avec la presse ces jours-ci? Précisément laquelle de presse? Bon. Non, toute la presse. Vous êtes... Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça. La presse, je ne sais pas. La presse, les médias, les organes de presse mauritaniens? Nous entretenons des rapports avec la presse, avec les chaînes de télévision, comme avec les radios, comme avec tout ce qui exerce dans le cadre de la presse. Dans les temps, il y a quel temps de cela, le candidat ou la presse avait un problème avec le candidat, avec certaines radios, avec le syndicat notamment. Mais par la suite, le syndicat avait pris l'initiative de rencontrer le candidat, de discuter sincèrement, objectivement, sur les problèmes qui les opposaient. Cela a eu lieu et ça s'est traduit par une réconciliation qui a été matérialisée par une conférence de presse qui a été organisée conjointement par la presse et notre candidat. Et puis, c'est passé dans très bonnes conditions. Mais puisque vous faites allusion à ça, tout récemment, il y a eu un problème qui s'est posé. Et quand notre porte-parole, à savoir Dr Sadou Leïd, moi, je ne fais allusion à rien du tout. Je pose une question. Si vous n'avez pas fait allusion, je précise cela puisque vous parlez de rapport. Si vous ne faites pas allusion à ça, ça veut dire que votre question est infondée. Moi, non. Je ne fais pas d'allusion à quoi que ce soit. Je sais que vous battez une campagne et que vous avez des rapports avec la presse, que vous sollicitez d'ailleurs. Est-ce que c'est une question que vous posez à tous les Je pose à tout le monde.
En tout cas, c'est une question que je poserai. C'est une question que je poserai à tous les candidats si je les avais devant moi. En tout cas, le rapport de la presse avec les politiques, c'est un rapport qui doit être revu en Mauritanie. Ce n'est pas le rapport des politiques avec la presse en général. Ce n'est pas une spécificité IRA. Ce n'est pas, sauf qu'avec IRA, peut-être que ça se fait avec beaucoup plus de violence, beaucoup plus de théâtralité, mais c'est le même cas avec tout le monde, avec tous les politiques. Excuse-moi, ce n'est pas le même incident auquel nous, on a cru que vous faisiez allusion. Le même incident, on l'a vécu ailleurs, avec d'autres partis politiques. Dès que l'homme politique est menacé, la première menace qui vient c'est de la presse. C'est toujours comme ça. Et c'est justement le sens de l'échange que nous avions tout de suite. Parce que les journalistes, avec leurs questions, ils titillent. Mais eux, ils posent les questions pour qu'on éclaire l'opinion publique. Ils posent les questions des autres. On pose énormément de questions sur vous. Et si vous voyez qu'on vous pose des questions qui sont... c'est parce qu'on les entend. On veut bien que vous exprimiez là-dessus. Et que vous dites ce que vous devez être. Je vous tire vers l'économique, par exemple. C'est parce qu'on croit, à vous entendre, à entendre le discours du candidat Biram, on croit qu'il y a une seule chose. Il n'y a que l'esclavage et qu'il n'y a que l'esclavage chez la communauté arabe. Il n'y a pas l'esclavage chez la communauté négro-africaine, par exemple. Et on croit que le seul problème de la Mauritanie, c'est ce problème que vous avez dit. Je crois que ce n'est pas comparable. Je vous interpelle sur ça. L'esclavagisme, c'est pas comparable. Tel qu'il est pratiqué dans le cadre de la communauté arabe. L'esclavagisme et l'esclavagisme. Non. Partout. L'esclavagisme. Partout. Non. Il est l'esclavagisme. Non. Si vous me dites que non, c'est... Non, je dis que les formes de pratique de l'esclavagisme chez le peuple n'est pas à comparer. Chez les Soninké. Chez les Soninké n'est pas à comparer. Chez les Wolofs. Dans la communauté arabe. Chez les Wolofs n'est pas le même que... Chez les Wolofs, je ne sais pas. Moi, je sais que chez les peuples, je dis que ce n'est pas... Chez les Soninké, vous ne savez pas. Non, ça existe l'esclavagisme. Oui, ça existe l'esclavagisme. Mais pas au même degré avec ce qui existe dans la communauté. L'esclavage est abominable là où il est, et à quelque degré que ce soit, c'est abominable. C'est pas à discuter. Abominable, il faut le dénoncer. C'est inhumain, c'est abominable. C'est bien à discuter. Et la loi le criminalise. Aujourd'hui, dans aucun coin du pays de Soninké, il n'existe la pratique de l'esclavagisme. Ça n'existe plus. Aujourd'hui. Excusez-moi. Par contre, ici, dans le pays du Meur, l'esclavagisme, la pratique de l'esclavagisme existe jusqu'à présent. Malgré le combat qu'Ira est en train de mener depuis trop longtemps contre ces pratiques. L'esclavage existe dans toutes les communautés jusqu'à présent. Mais ce n'est pas la question et ce n'est pas ce qui est important. L'important, c'est que l'esclavage existe en Mauritanie. Et je vous dis que c'est dans toutes les communautés. Et si vous ne savez pas qu'il y a... J'ai un livre, une enquête d'Ampel, sur l'esclavage chez les peuples, et dans son enquête, c'est l'esclavage. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Je les ai. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Et donc, ce n'est pas la question. La question est de savoir... Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Oui. J'ai dit que les formes diffèrent. Vous allez sillonner toute la vallée aujourd'hui. Dans le pays, vous n'allez pas trouver un esclave dans une famille qui se charge de la tâche exclusivement du travail de la famille. Moi, je crois entendre Cheikh ou un arabe, n'importe quel arabe me dira ça, de votre niveau. Me dira ça de la communauté arabe. Ce n'est pas ce qu'on dit, ce qui importe, on sait quand même ce qui existe et ce qui n'existe pas. C'est comme ça. En tout cas, vous pensez qu'il existe dans la communauté arabo-berbère, tout simplement. Non, mais ça existe. Mais nous, dans le cadre de notre lutte, combien de cas que nous avons présentés devant le juge? Une vingtaine de cas. Je crois que vous ne serez pas sans savoir qu'il y a des gens, des esclavagistes qui ont été déposés à la prison, mais qui aussitôt ont été relâchés après notre départ, ont été libérés. Et il y a 20 cas qui sont là, dont les juges qui ne sont pas animés de bonne volonté ne sont pas prêts à trancher. Est-ce que vous croyez que la création d'un tribunal va améliorer la situation? D'un tribunal spécialisé dans le jugement Non, mais ça ne change rien. Le fait de faire émerger une juridiction spéciale dans les cas d'esclavagisme ne saurait qu'une doublure puisqu'il y a une justice qui est là. Mais ce n'est pas ça qui est important. Je reviens encore sur ce que j'avais dit au début de mon exposé. C'est la volonté et l'applicabilité des choses qui diffèrent. Si vous créez une magistrature spécialisée dans les cas d'esclavagisme, vous allez là-bas mettre des juges qui sont le plus souvent esclavagistes. Seront-ils prêts? Il n'y aurait pas de différence.
sauf de dénomination. Les îles sont là. La plupart d'entre eux, c'est des esclavagistes. Ils ne sont pas prêts, eux-mêmes, à amener quelqu'un pour avoir pratiqué l'esclavagisme, puisqu'ils le font. Ce que je dis ici, certains d'entre vous le connaissent. Donc je crois que le problème ne se résout pas à partir de la mise en place d'une nouvelle magistrature. Voilà, on va à présent parler d'un autre sujet qui est en lien avec votre candidat, l'autodafé des livres saints. Quel impact a eu cette action dans la communauté que vous représentez, qui est une communauté très religieuse? Et est-ce que vous partagez vous-même le point de vue de votre candidat Biram Ould à ce sujet-là? Il persiste et signe aujourd'hui encore que s'il est à refaire, il est référé. Je précise au passage que nous ne représentons pas une communauté. Nous représentons... Mais vous parlez de communauté. Non, je ne parle pas de... Je n'ai pas dit que vous représentez une communauté. Non, il parlait de l'islam des musulmans. Non, moi je n'ai pas... Je ne vous ai pas dit que vous représentez une communauté, mais vous appartenez à une communauté qui a eu une vision par rapport à cet acte-là. Est-ce que vous-même vous partagez avec M. Biram Ould l'action qu'il a faite? Je pense que tous les Mauritaniens... Pardon. Je pense que tous les Mauritaniens partagent cet acte. Ah non, on ne peut pas... Je pensais, vous êtes en train de me poser la question, je pensais que tous les Mauritaniens partagent cet acte. C'est une prétendue... je ne sais pas... apostasie. Une prétendue, je dis bien. Il s'agit de brûlure des manuels de la jurisprudence du rite malikite qui parle de l'esclavagisme et qui cherche à le justifier. N'est-ce pas? Alors si on parle de l'islam, dans ce monde... Si vous me posez la question, je vous dirais que je ne sais pas tout simplement. Si on parle d'islam, on se réfère à l'Arabie Saoudite. Le rite malikite est interdit en Arabie Saoudite. Si vous ne savez pas, je vous l'apprends. Non, mais c'est le rite de ce pays. Non. Certains esclavagistes ou imams se référer à ce livre pour valider et justifier les fondements de l'esclavagisme, mais qui est faux. Qui ont écrit dans l'être humain comme vous et moi, qui n'avait aucun fondement, qui n'avait rien à voir avec l'esclavagisme tel qu'il a été décrit dans l'islam. Ça n'a rien à voir. Vous, M. Diop, vous référez la même chose? Bien sûr. Bien sûr. Et nous sommes fiers que ces livres soient brûlés. Et s'il en existe des exemplaires, nous sommes prêts aussi à reprendre l'acte. Oui. D'accord. Non, moi je voulais passer à un autre niveau politique, surtout dans la campagne. Dans chaque jeu, dans chaque match, parce que on va supposer que la présidentielle, c'est un match. Dans chaque match, il y a un match dans le match. Parfois, il y en a plusieurs. Quel est votre match dans le match? On n'a pas de match dans le match. Vous n'avez pas Boydjel, vous n'avez pas AJDMR? Comment avoir qui? Nous n'avons aucun rapport avec tous les candidats. Nous avons notre candidat, nous avons notre programme, nous sommes en train de bâtir notre campagne. Et qui est votre challenger principal pour vous? C'est le président Abdoulaziz. Et qui le suit? Personne. Nous n'avons qu'un seul adversaire et unique adversaire, Abdoulaziz, c'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui que nous pensons qui n'a pas pu être à la hauteur, qui est en train de conduire le pays vers le meilleur chemin. Qui est responsable puisque lorsque le président de la République exerce 5 ans et ne s'est pas attelé à régler définitivement les problèmes cruciaux auxquels on est confronté, et sans la résolution desquels la Mauritanie restera ce qu'elle est, je dirais que si nous avons une adversité, ce ne serait que celui-là. Et si vous aviez un pronostic à faire? Nous ne sommes pas inscrits dans la logique du deuxième tour. Nous sommes partis dans cette compétition pour remporter la victoire. Oui, d'accord. Mais s'il y a un deuxième tour, on va faire ainsi. Entre deux autres candidats, entre un candidat et l'adresse, qui ne soit pas vous. D'accord. Vous allez avec... Ok, avant de vous répondre, je reprécise que nous ne sommes pas inscrits dans cette logique. Bien sûr, puisque si vous insistez, si nous ne sommes pas au deuxième tour, nous allons nous rallier avec un candidat, en tout cas, qui n'est pas celui d'Abdoulaziz, puisqu'il a expérimenté l'exercice du pouvoir, il a maintenu le pays dans ce qu'il était, de surcroît d'ailleurs, il l'a enfoncé. Nous allons peut-être donner la chance à une autre personne nouvelle, à un nouveau candidat pour pouvoir l'expérimenter. Et s'il reprend les mêmes chemins, nous allons le combattre.
Mais je reprends encore une troisième fois, nous ne sommes pas inscrits dans cette liste. Si vous aviez des pronostics à faire, objectivement, entre les 5 candidats qui seraient en première position, deuxième, troisième, quatrième et cinquième. Les autres ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est notre candidat. Et j'ai déjà répondu. Absolument. Nous sommes inscrits, je dis, dans l'optique de remporter ces élections. Et je dis tout de suite qu'en dépit même des insuffisances relatives aux conditions de transparence et de garantie par rapport au processus électoral, nous avons décidé de nous maintenir dans cette compétition électorale. À la suite de ce que les militants ont cité, c'est plus nous avons confiance. Autrement dit, on va reposer la question d'une autre manière. Entre Boïdjel et Aziz, lequel choisiriez-vous? Je dis qu'ils sont tous dans le même camp, mais nous allons donner la chance quand même à quelqu'un qui n'a jamais eu cette opportunité-là de l'avoir. Ça, c'est la décision de... Ce n'est pas une décision, puisque vous êtes en train de... Non, on est en train de parler en perspective. Moi, je ne suis pas inscrit dans cette logique. Mais je considère que je suis en train de vous répondre pour vous plaire. Peut-être que je ne suis pas dans la logique. Et deuxièmement, moi, je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Quand on serait à ce moment-là, invitez-moi ici. On parle de supposition, tout simplement. Non, puisque vous m'avez dit... Est-ce que c'est la décision? Vous pensez que maintenant, des gens qui sont inscrits dans la logique de remporter la victoire vont s'atteler à discuter ces questions? Non, mais vous pouvez répondre par dire que, comme vous l'avez dit si bien, que vous passerez au premier tour devant Aziz même. Si demain, Oula Abdelaziz arrive et passe, et qu'il engage un dialogue avec l'opposition, est-ce que vous serez présent à ce dialogue? Non. Vous dites s'il engage le dialogue avec l'opposition. Nous ne sommes pas avec l'opposition. Si vous pensez de l'opposition... Non, je parle d'un dialogue élargi avec tous les acteurs politiques. Non, nous ne sommes pas concernés, puisque quand Abdelaziz arrive au pouvoir, je dis ce que je ne pense pas, puisque nous sommes dans la logique de remporter. Pour une dernière fois, je le dis. Nous n'avons rien de commun avec lui, puisque nous considérons qu'il va poursuivre dans la logique qu'il a enclenchée depuis très longtemps, qui ne consiste pas à tirer le pays vers le devant. Donc, nous ne pouvons pas discuter avec lui, tout en sachant que ça n'ira nulle part. Est-ce que si vous êtes admis, vous allez ouvrir un dialogue avec l'opposition? Est-ce que si nous sommes? Vous passez. Vous remportez l'élection présidentielle. Oui. Nous allons discuter avec tous les fils de la Mauritanie. Non. Est-ce que vous allez faire un dialogue systématique et ouvrir les jeux politiques, y compris le gouvernement? Je ne sais pas ce que j'ai en train de dire. Je dis que si nous sommes arrivés au pouvoir, nous allons discuter avec toutes les composantes de la Mauritanie. Les partis politiques, la société civile et tout le monde. Puisque nous pensons que la meilleure forme de faire avancer un pays, c'est de permettre à tout le monde de participer à la gestion des affaires publiques. Au cas où vous n'êtes pas élu à la présidence de la République, continuerez-vous le combat politique ou vous allez revenir à l'action des droits de l'homme, l'action humanitaire tout simplement? Le combat politique. Si votre parti est reconnu? Même s'il n'est pas connu, nous trouverons au moyen de l'exercer. Aujourd'hui, le parti n'est pas reconnu, nous sommes candidats aux élections présidentielles. Et ça vous permet de faire connaître votre discours? Et même le combat politique qui a été mené dans le cadre de l'ONG ne peut pas être dissocié avec le phénomène politique. Dénoncer le racisme, la discrimination, les pratiques d'esclavagisme, toute forme de discrimination relève à la fois de la politique comme de droits de l'homme. Et que pensez-vous de la classe politique mauritanienne dans son ensemble, opposition, majorité? Nous les classons dans le même clan. Vous les mettez dans le même sac? Avec la majorité et l'opposition, à notre avis, n'ont pas pu être à la hauteur. Puisque nous pensons que l'essence de la politique, ce n'est pas de boycotter, mais plutôt de participer aux élections. S'ils boycottent, nous avons dit que nous avons compris l'opposition, mais nous ne pensons pas que c'est la meilleure, puisqu'après le boycott, la question que j'aimerais poser à eux s'ils étaient là, après le boycott, qu'est-ce qu'ils vont faire? Puisqu'ils ont boycotté les législatives couplées aux municipales. Alors, les partis Tawassou et les autres ont remporté. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Donc on ne peut pas comprendre, nous, en tout cas dans notre logique, d'engager une action politique qui n'est pas sortie d'alternative. Puisque j'ai l'habitude de dire, et je les ai dit au front, que les slogans « Agis, dégage », qui était de l'initiative de l'opposition, boycottiste aujourd'hui, a cessé avec l'éclatement du premier garnat, du premier policier des forces de l'ordre qui était là-bas. Il n'y a eu plus rien par la suite.
il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Quel est l'intérêt de poser un tel acte isolé et sans suite? Nous n'ouvrons pas, en tout cas, de cette façon-là. Donc, vous classez tout le monde dans le même panier. Vous trouvez que tout le monde politique actuel est dans le même panier. Mais quel est le parti le plus proche de vous? Nous n'avons pas un parti plus proche. Nous cavalions seuls à partir de notre courant, sur la base de notre conviction, sur la base de notre programme que nous avons élaboré, tel que je l'ai décrit ici. Nous n'avons pas de rapport avec le gouvernement, nous n'avons pas de rapport avec l'opposition. Par contre, nous ne serons pas opposés lorsque une partie de l'opposition, ou des partis politiques, ou des politiciens prennent l'initiative de se concerter avec nous, d'engager un processus de discussion qui pourrait en tout cas mener à bien la Mauritanie. Je ne sais pas si vous étiez déjà aux côtés de Biram à l'époque, mais il y a 2 ans, au moment où on parlait beaucoup du printemps arabe en Mauritanie, il y a eu le projet d'un gouvernement de l'ombre, d'un gouvernement parallèle, où M. Biram était très impliqué, et où il y avait aussi les islamistes. Est-ce que vous étiez là-bas? Non, je ne sais Non, vous ne savez pas. J'étais là-bas, mais je ne sais pas. On avait parlé de ça, on avait beaucoup parlé du gouvernement. Je ne maîtrise pas ça. Je reviens à la classe politique nationale. Si j'ai compris votre intervention tout à l'heure, j'ai comme l'impression que vous partagez au moins avec Aziz l'idée de la nécessité de changer la classe politique mauritanienne dans son ensemble. Ça ne nous intéresse pas, ce n'est pas ce qui est important. Ce n'est pas les hommes qui nous importent. C'est d'être animé d'une volonté de conduire la Mauritanie vers le Mais on ne peut rien faire sans dire de régler les problèmes. Mais les hommes sont là. Ils sont là. C'est eux qui détiennent le pouvoir. Mais les problèmes s'imposent jusqu'à présent, de tout niveau. Et nous n'avons pas d'ailleurs discuté. On est en train de surpasser et l'heure va finir. On n'a pas discuté des problèmes de santé, de l'éducation, de la justice, de tous les secteurs. Quelle est l'importance de procéder à alterner les hommes, la classe politique, la classe jeune ou vieille? C'est la volonté et l'application des lois qui importent pour nous. C'est cela qui importe pour nous. Vous parlez d'un problème qui est extrêmement grave et qui est un handicap au développement de la Mauritanie, à savoir l'esclavage, où certains pensent les séquelles de l'esclavage. Vous dites l'esclavage, qu'il existe toujours. Et l'arme la plus redoutable pour lutter contre ce phénomène-là, c'est l'éducation. Or, l'éducation est plus ou moins absente dans les discours que j'entends tous les soirs de la part de votre candidat. Des autres politiciens, mais ce n'est pas... Non, je parle de votre candidat. Je viens de dire... Je parle de votre candidat ce soir. Ce soir, je parle précisément de votre candidat. J'aimerais avoir une idée de ce que vous proposez pour l'éducation en Mauritanie. Notre candidat parle de l'éducation et le document que je viens de vous donner parle de l'éducation. Comme je vais vous exposer brièvement notre point de vue par rapport au système éducatif. Effectivement, puisque vous avez parlé d'une interconnexion entre l'éducation et l'esclavagisme. Si l'esclavagisme a perduré, si cette communauté haratine est exclue, elle est marginalisée, elle est privée de tout, c'est puisqu'effectivement, elle n'est pas instruite. Elle n'a pas eu l'opportunité d'être instruite. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre programme, nous allons imposer une obligation de l'éducation de tous les jeunes, y compris les Haratins. Mais la loi le prévoit. L'obligation de l'éducation. Vous savez bien, de 6 à 14 ans. Vous savez bien, c'est justement quelque chose qu'on vous reproche. La Mauritanie, à travers ses composantes, telles que j'ai décrit ici, la composante qui est la moins instruite est celle des Haratis. Il y a une chose qu'on vous reproche, justement. Et celle des Haratis, c'est ça qui justifie. C'est eux qui constituent la force ouvrière au niveau du port, des marchés, de toute la main-d'œuvre physique. Et au niveau des charrettes aussi. Au niveau des charrettes. Mais les enfants qui sont au-dessus des charrettes, attendez, monsieur, c'est quelque chose qu'on vous reproche souvent. IRA a fait beaucoup je dirais, d'actions qui sont positives dans le cas d'esclavage, Mais jamais IRA n'est allé justement vers ces gosses qui sont aujourd'hui utilisés pour conduire les charrettes, pour faire parfois la mendicité, pour chercher dans les poubelles qui sont envoyées. Le travail des mineurs de façon générale. C'est un travail des mineurs qui est interdit par la loi. Non, monsieur, je suis désolé. IRA est allé au-delà de ça. D'abord, IRA a permis la libération des dizaines ou des centaines d'esclavages. Quand IRA, à travers l'action de Biram, a parvenu à libérer ces gens, il ne les a pas laissés dans les voies publiques, dans la route. Qu'est-ce qu'elle leur a fait? On les a insérés dans des centres de formation que l'IRA même a créés.
des jeunes qu'il a créés. Et d'autres qu'on a amenés à l'école chez Biram ici. Des dizaines qu'il fait nourrir, qu'il fait habiter un peu partout et qu'il a instruit et qu'il paye de lui-même. Ou nous payons de nous-mêmes. Et des femmes qu'on a amenées dans des écoles de formation que nous avons créées de couture, de la teinture et tout ça. Je croyais que c'était ce esclave qui faisait ça. Même si cet esclave a fait... Quels sont vos rapports avec ce esclave, justement, en tant que militant des droits de l'homme? À un certain moment, nous avons un rapport, puisque nous exerçons tous dans le même champ, qui est celui de défense des droits humains. Mais chacun avec ses moyens de bord, avec son approche, avec sa méthode de travail, avec son centre d'investigation. Mais nous considérons que nous œuvrons tous pour le même but, pour le même idéal. Revenons au programme de votre candidat et j'aimerais savoir quelle place pour la culture dans le programme de Biram El Daoulabi. C'est très simple, comme je viens de décrypter ici, nous pensons qu'il faut refonder tous les secteurs, y compris donc, comme je disais, la santé et l'économie, de la culture. Il faut préciser, avant d'évoluer, que dans tous les secteurs, on retrouve la forme de discrimination des communautés noires. L'Institut des langues avait été mis en place en 1919. C'est un véritable outil ou instrument pédagogique qui consistait à une expérimentation dans un premier temps. Au terme des 10 ans, c'est-à-dire en 1989, l'applicabilité devrait être en vigueur. Les langues nationales devraient être enseignées même à l'université. Mais que s'est-il passé? En dépit des résultats probants qu'a obtenu cet institut, on a procédé à la fermeture de l'Institut des langues nationales que Souleymane Kane dirigeait. Ici, à la télévision nationale, la chaîne numéro 1 d'État public, est-ce que les temps d'antenne repartis entre les langues nationales, est-ce que les temps sont équitables? Selon le pourcentage? Elles sont équitables? Ça dépend. Ne me dites pas ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la proportion. Quelle proportion? Vous parlez, dites-moi, allez-y, je vous écoute. Entre la communauté arabo-berbère ou le Pulaar ou le Soninké Wolof, nous avons le même temps d'antenne ici à la télévision et à la radio nationale. Je ne vous dirai pas que nous avons le même temps d'antenne. Vous ne voudrez pas? Je ne vous dirai pas que nous avons le même temps d'antenne. Pourquoi? Je ne sais pas quelles sont les raisons, mais en tout cas, on a des journaux... Vous pensez que nous n'avons pas le droit d'accès au même titre que les autres, à faire connaître notre culture, émerger notre langue, mais notre culture, et faire passer notre message? Mais cette différenciation de culture, moi, je n'y crois même pas. Vous et moi, nous avons la même culture? Je pense, oui. Soyez sincères quand même. Je crois que nous avons la même culture. Non, nous n'avons pas la même culture. Ah bon, je suis non, désolé. Nous n'avons pas la même culture, nous ne tergiversons pas sur des choses inutiles. Insensées. Par rapport à ça, il n'y a pas une volonté manifeste de la part de l'État de faire émerger les langues nationales. Et c'est pourquoi, dans le cadre de notre programme, est-ce que vous suivez nous allons revaloriser toutes les langues nationales. Nous allons reprendre l'outil qui a été fermé, qui a été dans coup de revers mis à la poubelle. Vous comprenez? Il est extrêmement... Et avant de penser, toujours dans le cadre Monsieur de la Diop, culture... je respecte tout à fait votre point de vue, mais il est difficile de situer les responsabilités dans ce sens, à mon avis personnel. Pourquoi? Je crois qu'il est difficile de situer la responsabilité entre un politicien et un journaliste qui discute des choses. Non, mais écoutez, la vérité, c'est l'idéal, c'est pour tout le monde, qu'on soit journaliste, médecin ou chauffeur. C'est la même chose lorsqu'on décide de parler, de débattre d'un sujet, comme vous me l'avez dit, à bâton rompu, chacun fait connaître son point de vue, le peuple est en train d'observer. Oui. Qu'on soit journaliste ou pas, on n'a pas à avoir une position par rapport à non, je n'ai pas de position par rapport à quoi que ce soit. Et deuxièmement, toujours dans le cadre de cette culture-là, les chaînes de télévision privées, les licences ont été octroyées à qui? À une seule communauté. Et pourtant, des néo-africains ont prétendu à en avoir, ils en ont les moyens, notamment Kanhami Bab. Mais ça n'a pas été le cas. Ça rentre toujours dans le cadre de la discrimination qu'on va retrouver le long de ce que je vais exposer ici, que ce soit l'éducation, que ce soit l'économie, que ce soit tout. J'ai commencé à vous parler des banques, des compagnies d'assurance. Maintenant, nous avons au radio. Qu'est-ce qui justifie ça, à votre avis? Je demande. Aucun négro-africain n'est détenteur d'une chaîne privée, malgré qu'ils ont demandé, ils en ont les moyens. Qu'est-ce qui justifie ça, si ce n'est pas le racisme d'État? Je vous demande. Vous pensez que nous, si on accède au pouvoir, on va laisser cette situation perdurer? Non. Non. Même nous, négro-africains, nous allons faire violence de nous-mêmes.
nous allons nous faire appliquer toutes les lois en vigueur. Puisque nous optons pour la justice, pour l'égalité, pour l'équité, pour la proportionnalité. Nous sommes émis par cet esprit. C'est ça qu'on veut, cet esprit que nous voulons cultiver, que nous voulons développer avec la jeunesse mauritanienne qui est censée prendre la relève un jour. Mais ce n'est pas de faire continuer avec ces pratiques et de faire croire effectivement que c'est juste si vous me dites que vous ne pouvez pas me dire quelles sont les raisons qui justifient cette disposition. Il n'avait pas à vous dire quelles sont les raisons. Il pouvait vous opposer une chose très simple s'il voulait vous opposer quelque chose. Parce que, en tout cas, la chaîne, je connais, enfin, je suis la télévision de Mauritanie et ils ont créé une deuxième chaîne justement dédiée plus à la culture, aux cultures nationales que la chaîne Je crois qu'il la suit d'ailleurs. officielle. Et c'est une chaîne qui fait beaucoup. Cela ne résout pas le problème. Non, ça ne résout pas le problème. La télévision, du matin au soir, il y a des jours où il n'y a même pas une seule émission d'une autre langue qui n'est pas l'arabe. Si, vous êtes d'accord avec moi? Non, je dis qu'il y a des jours qui se passent, il n'y a aucun... Il n'y a pas un jour. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui se passe. Même si c'est... Vous suivez régulièrement la télévision? Je ne suis pas, mais... Comment vous dites que vous ne suivez pas? Mais écoutez, même si je me trompe, chaque jour il y a une émission de Poulard, le temps d'antenne n'est pas pareil. Ça, il n'y a pas d'équivoque. Ne dépasse pas, il faut que tout le monde reconnaisse ce que je suis en train de dire ici. Même si j'ai fait l'erreur pour dire que effectivement, il y a des jours... moi, je vous avoue. Mais sauf que je sais que le temps d'antenne n'a jamais été égal, ne sera jamais égal. Donc, en créant une autre chaîne parallèle pour la promotion des langues ou des cultures, à notre avis, ne sert à rien. Mais pourquoi attendre maintenant pour le faire? Mais les téléspectateurs mauritaniens... Comme alternative, c'est puisqu'effectivement, vous savez avec moi que ce que je dis est avéré. Les téléspectateurs mauritaniens, en tout cas, quelle que soit sa communauté, quand ils regardent la télévision mauritanienne, ils se retrouvent. Que ça soit dans les journaux, dans des émissions, dans les langues nationales. La réalité, moi, je parle personnellement. Et on n'oublie pas que le texte fondamental qui est la référence pour nous, à savoir la Constitution, stipule que la Mauritanie est que la langue est la langue arabe, la langue officielle est la langue arabe. Les langues nationales, c'est des langues nationales, c'est des langues officielles. Pourquoi la Mauritanie stipule que la langue officielle est arabe? Ça, c'est l'État mauritanien. Le faux est fondé à ce niveau-là. Pourquoi? Mais les langues nationales sont... Est-ce que vous allez changer ça, justement? Si nous allons changer ça? Oui. Même si nous allons changer, nous allons procéder à la révalorisation de toutes les langues. Bien sûr. Mais vous allez changer ça. De toutes les langues nationales. C'est pas l'important, c'est pas changer, mais de permettre aux autres langues d'émerger, aux autres cultures d'émerger. C'est ça. Vous savez comme moi, M. Diop, que toutes nos langues nationales sont inscrites dans notre Constitution. Elles sont des langues officielles. Toutes les langues nationales sont inscrites. Et pourtant, il y avait une volonté manifeste dans les temps, en 119. Mais que s'est-il passé jeudi? Est-ce que le Poulard est enseigné ici? J'ai un commentaire là-dessus. Ça a été fermé et pourtant l'expérimentation était là. On va écouter l'enseignant qui va nous donner je vais vous faire un commentaire là-dessus qui va peut-être vous amuser, que vous retiendrez pour l'histoire. Les principaux politiques qui avaient à l'époque milité pour l'arabisation et les principaux politiques qui avaient milité pour l'institution des langues nationales envoyaient leurs enfants dans des écoles où on n'enseignait pas l'arabe et où on n'enseignait pas les langues nationales, c'est-à-dire dans les premières écoles privées où le français est resté la langue première. C'est quelque chose d'assez bizarre et d'assez choquant. Qu'est-ce qui explique ça? C'est la volonté de la Mauritanie de faire de l'arabe la langue. C'est pas la volonté de la Mauritanie. C'est la volonté. Nous ne pouvons pas comprendre que dans la Constitution. Monsieur Diop, c'est la volonté de tous les Mauritaniens. Vous-même, vous enverrez peut-être vos enfants dans les petits centres, dans des écoles privées. Vous ne cherchez pas à les envoyer dans un institut où on enseigne les langues nationales. Essayons de dépasser ça. Parce que vous n'avez pas compris l'anecdote que je... Ok, je m'excuse. C'est que les gens qui étaient engagés politiquement pour ça, ils nous ont laissé, nous, avec des problèmes. C'est-à-dire ils ont laissé le peuple mauritanien avec des problèmes, se débattre dans des problèmes. Et ils ont envoyé leurs enfants à... Mais une dernière question peut-être, parce que je vois les techniciens en train de... Est-ce qu'on peut savoir quelles sont les 5 premières grandes décisions que vous prendrez quand vous arriverez au pouvoir? Les 5 grandes décisions. Je ne dirais pas 5, ce n'est pas seulement 5. 10? Non, on demande juste 5. 10? Ou 1 ou 2 ou 3? Tous les secteurs qui interpellent la vie. Non, les premières grandes décisions, c'est un truc que tous les présidents connaissent. Tous les candidats présidents
Ils savent. À s'attaquer C'est-à-dire on leur dit quelles sont les premières décisions. au problème de la citoyenneté. Ah, citoyenneté. Au problème de la citoyenneté, au problème de la cohabitation dans la perspective de créer l'unité nationale. C'est la question cruciale à laquelle nous allons nous attaquer. Puisque si cela n'est pas fait, rien ne s'en suivra. Par quoi? Par quelle décision? Tout de suite. Nous allons convoquer tous les Mauritaniens, tous les fils de la Mauritanie, de discuter autour d'une table, de s'écouter, de s'entendre, de discuter de l'essentiel en vue d'une réconciliation nationale. Une dernière question, en vue de créer les germes de l'unité nationale. C'est cela. C'est ça donc une sorte de conférence nationale. Conférence nationale. Si vous êtes porté à la présidence de la République, ça c'est une dernière question, qu'est-ce que vous ferez de... Est-ce que vous allez revoir l'ancrage de la Mauritanie dans son environnement arabe et africain? Nous pensons que la Mauritanie doit servir de trait d'union entre les deux grands blocs, le monde arabe d'un côté et le Maghreb arabe le monde noir d'un côté et le Maghreb arabe de l'autre. Nous pouvons jouer sur ça. Donc le Maghreb arabo-berbère. Si vous voulez, je ne l'ai pas dit, moi je dis le monde arabe. En tout cas, moi je crois qu'il n'y a pas d'inconvénient à faire réintégrer la Mauritanie dans toutes ces organisations auxquelles elle appartenait dans les temps. Ça va notre intérêt, puisqu'une des causes ou des raisons de la dévaluation de 92 se situe entre autres, puisque nous ne sommes pas de la zone française. Voilà, M. Diop, nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On vous souhaite bonne chance, bon courage, bonne continuation de votre campagne électorale. Merci, chers téléspectateurs. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من برنامج رئاسيات. لكم تحياتي وتحيات الطاقم الذي أشرف على هذه الحلقة. السلام عليكم.